Une employée de parc forestier est assassinée sur les lieux de son travail. C'est du jamais vu dans le sud-ouest du Minnesota. Il a utilisé ses vêtements et son collier pour la ligoter. Les enquêteurs ont recueilli une multitude de preuves et des aveux. Depuis sa majorité, il passait son temps à entrer et à sortir des prisons fédérales ou d'État. Mais ils mettront des années à résoudre l'affaire. Je devais continuer à enquêter. Une femme disparaît de façon mystérieuse. On lui a téléphoné le jeudi, puis le vendredi, aucune réponse. Elle a disparu sans laisser trace. Les enquêteurs fouillent son appartement, mais quelqu'un est passé avant eux. Visiblement, notre homme regardait CSI. Il savait qu'on viendrait, et il savait ce qu'il faisait. Un suspect émerge, mais il refuse de parler. Il ne voulait pas s'incriminer lui-même. Si les policiers n'arrivent pas à retrouver la victime, ils auront du mal à prouver le meurtre. D'ordinaire, les parcs forestiers d'État sont des endroits sécuritaires, tranquilles et propices aux sorties familiales. Lorsque les administrateurs du parc d'État des Blue Mounds au Minnesota lui offrent un emploi, Carrie Nelson n'hésite donc pas une seconde. Carrie recevait tous les campeurs et les randonneurs qui se présentaient au pavillon d'accueil. C'était la candidate parfaite pour cet emploi. Elle aimait aider les gens et s'occuper d'eux. Elle était comme ça. Carrie aimait beaucoup son travail. Mais un bel après-midi du mois de mai 2001, un collègue entre dans le pavillon pour faire une horrible découverte. I've got a dead parks worker on the floor. A dead what? I've got a dead parks worker on the floor of the office. Le corps de Carrie Nelson baigne dans une mare de sang. À l'époque, sa mort a semé l'émoi dans toute la région. Ma sœur m'a téléphoné. Elle était hystérique. Je me souviens de ses paroles. Carrie est morte et ça a été le plus gros choc de toute ma vie. Les policiers voient des traces d'une lutte désespérée. Le combiné du télécopieur pendait à quelques centimètres du sol. Une chaise avait été brisée et il y avait des papiers éparpillés autour d'elle. Malheureusement, le pavillon n'était pas sous surveillance vidéo. À l'arrivée des policiers, le tiroir caisse était vide, le coffre-fort du bureau administratif aussi. Les autorités du parc estiment qu'une somme de 2000 $ a disparu. Cet argent provenait des ventes de souvenirs et des frais payés par les campeurs. Le coffre-fort était à l'arrière du bureau, mais en s'appuyant sur le comptoir, n'importe qui aurait pu le voir sans problème. La fouille du pavillon permet de trouver un indice sur l'heure du crime. On a trouvé une lettre que Carrie était en train d'écrire. Tout en haut, elle avait noté la date et l'heure, 14 heures. Elle écrivait à son petit ami, mais elle n'a pas pu finir sa lettre. Le fiancé de Carrie est rapidement retiré de la liste des suspects. Il était à Windon, au Minnesota, à plus d'une demi-heure de route. Il s'est même évanoui lorsqu'on lui a dit que Carrie avait été assassinée. Vers 14 heures, il y avait plus d'une centaine de visiteurs et d'employés sur les lieux. Les enquêteurs apprennent que Carrie avait peur d'un des employés. Stephen Barber, un préposé à l'entretien âgé de 26 ans. Elle avait confié à une de ses amies que Barber la harcelait et qu'il refusait de la laisser tranquille. Carrie et plusieurs de ses collègues savaient que Barber prenait du crack et en vendait pendant ses heures de travail. Carrie Nelson avait déclaré qu'elle songeait à dénoncer le trafic de Barber aux autorités. Barber savait peut-être que Carrie était sur le point de le dénoncer.
Et les 2000 $ du coffre constituent un autre mobile non négligeable. Barber consommait de la drogue. C'est facile de croire qu'il voulait s'approprier l'argent du coffre-fort. Les soupçons des policiers augmentent lorsqu'ils apprennent que Barber n'a pas d'alibi. My beautiful little girl will never come running into my arms again saying, I love you, Daddy. Whoever did this must be caught so that they can never do it again. La médecin légiste découvre facilement ce qui s'est produit sur les lieux du crime. Des gouttes de sang parfaitement rondes sont trouvées près du tiroir-caisse et du coffre-fort. L'analyse de l'ADN prouve que le sang est bien celui de Carrie Nelson. Carrie a reçu un coup de poing ou un objet au visage. Quoi qu'il en soit, elle a saigné du nez. Et quand on l'a transportée près du tiroir-caisse, quelques gouttes de sang sont tombées sur le tapis. Les minuscules hémorragies des yeux de Carrie prouvent que le tueur a exercé une certaine pression sur son cou. À mon avis, il voulait la maîtriser. Il a utilisé ses vêtements et son collier pour la ligoter. Les minuscules hémorragies se sont produites pendant la lutte. Le médecin légiste ne découvre aucun signe d'agression sexuelle. La mort est le résultat d'un traumatisme contondant. Elle semblait avoir reçu un coup au visage et à la tête avec un objet relativement lourd. Ses blessures étaient assez graves et nombreuses pour causer sa mort. Le parc d'État des Blue Mounds n'a qu'une seule route d'accès ou de sortie. Et tous les visiteurs doivent obtenir un permis. Mais les enquêteurs apprennent que cette route d'accès n'est pas toujours surveillée. Il est fort possible que des gens aient pénétré dans le parc à notre insu ce jour-là. Le parc est isolé. S'il voulait disparaître, le tueur avait des centaines d'acres de terrain à sa disposition, ce qui inquiète les policiers. Durant l'enquête, un témoin déclare qu'un véhicule s'est éloigné en vitesse de son site de camping situé à proximité du pavillon d'accueil. Il a vu une grosse voiture blanche, un véhicule imposant qui quittait les environs du pavillon en faisant crisser ses pneus. Bien qu'il n'ait pas vu la plaque d'immatriculation et qu'il soit incapable d'identifier le modèle du véhicule, l'homme se souvient de l'heure, 14h15 ou 14h30. Carrie était seul dans le bureau. La dernière personne qu'il a vue vivante est l'homme qui lui a acheté un permis de camping à 13h53. Le corps de Carrie a été retrouvé à 14h44. La voiture blanche était donc sur les lieux au moment du crime. Stephen Barber, l'employé du parc qui harcelait Carrie Nelson, possède une voiture qui correspond à la description faite par le témoin. Barber conduisait une Cadillac blanche à 4 portes. Le témoin a décrit le même genre de véhicule. Interrogé par les policiers, Barber nie toute implication dans le crime. Il soutient qu'il assistait à la fête d'anniversaire de sa fille au moment des faits. Il était arrivé à la fête vers 15h. Il avait donc eu le temps de tuer Carrie et on ne l'a pas retiré de la liste des suspects. Les enquêteurs passent la voiture et le domicile de Barber au peigne fin sans découvrir la moindre preuve. Par contre, ils trouvent une montre-bracelet près du corps de Carrie. On aurait dit qu'elle pointait dans sa direction. Un côté du bracelet a été arraché. Il est fort possible que la montre ait été arrachée durant la lutte. La montre n'appartenait pas à Carrie. Stephen Barber affirme qu'elle n'est pas à lui et aucun des collègues de la victime ne la reconnaît. Près du corps, on a également trouvé un paquet de cigarettes de marque Doral. Carrie ne fumait pas et on a pu établir qu'aucun des employés du parc ne fumait cette marque de cigarettes. Elle devait donc appartenir au suspect. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune empreinte sur la montre ou sur le paquet de cigarettes. Les techniciens en identité judiciaire libèrent des vapeurs de cyanoacrylate dans le pavillon d'accueil. Ces vapeurs peuvent adhérer aux aminoacides des empreintes digitales.
Il s'agissait d'une tâche monumentale. Un très grand nombre de personnes étaient entrées dans ce pavillon. On allait donc trouver d'innombrables empreintes d'origine inconnue. Le cyanoacrylate leur permet de relever 135 empreintes latentes. Mais aucune d'elles ne correspond au suspect numéro 1, Stephen Barber. Les experts font aussi des prélèvements sur la montre trouvée près du corps de Carrie Nelson. Ils y découvrent un mélange de 3 profils génétiques, dont celui de Carrie, qui y a sans doute laissé son ADN en l'arrachant de son agresseur. Mais aucun des 2 autres profils ne correspond à l'ADN de Stephen Barber. On croyait tous que Barber était notre homme. Mais les analyses génétiques nous disaient le contraire. Les enquêteurs ont trouvé des preuves médico-légales, mais il leur faut encore un suspect pour établir une corrélation valide. Cinq jours après le meurtre de Carrie Nelson, les enquêteurs retrouvent ce qui pourrait bien être l'arme du crime. Il s'agit d'une roche décorative portant le logo des Blue Mounds, trouvée dans un ruisseau à 2,5 km du lieu du crime. Elle n'était pas à sa place. De plus, une roche identique avait disparu du pavillon d'accueil où Carrie Nelson a été assassinée. Des éclats de roche ont été recueillis près du corps de la victime. Roulant à tombeau ouvert, la voiture blanche suspecte a certainement croisé ce ruisseau. S'il roulait du côté gauche de la route, le suspect aurait pu facilement jeter cette roche au fond du ruisseau. Mais l'eau du ruisseau a nettoyé toutes les traces que le tueur aurait pu laisser derrière lui. Après avoir photographié les blessures de la victime, j'ai pu faire correspondre certaines zones de la roche aux lésions du visage et du crâne de Carrie. Pendant de longues heures, les enquêteurs comparent les empreintes digitales relevées sur le lieu du crime à celles des employés du parc et des campeurs présents ce jour-là. 97 de ces empreintes étaient celles d'employés, ce qui nous laissait 38 empreintes latentes non identifiées qui pouvaient toutes être celles du suspect. Les empreintes sont entrées dans la banque de données des criminels notoires de l'État. Mais aucune corrélation n'est établie. Ces résultats négatifs nous ont surpris parce qu'on croyait tous que cet individu n'en était pas à son premier crime. Les profils génétiques tirés de la montre sont également entrés dans la même banque de données. Malheureusement, le mélange de ceux-ci complique l'analyse. Lorsque les profils ne sont pas nets, nous devons travailler avec des combinaisons d'ADN et il nous est impossible d'identifier clairement un seul individu. Les experts obtiennent 19 corrélations potentielles de la banque de données du Minnesota. On espérait frapper dans le mille avec un de ces 19 suspects et résoudre notre affaire. Mais ces souhaits ne sont pas exaucés. Au terme d'une enquête poussée, les 19 suspects sont innocentés. Nous n'avons jamais perdu espoir. Même si d'une certaine façon, nous ne voulions pas revivre ce drame, nous tenions quand même à savoir qui avait tué Carrie. C'était une enquête assez frustrante. Des témoins avaient vu une voiture blanche s'éloigner en vitesse des lieux du crime et le suspect avait laissé son profil génétique sur une montre. Au bout d'un an d'efforts, les policiers obtiennent enfin un tuyau. Un détenu déclare que son compagnon de cellule, un certain Anthony Flowers, lui a avoué avoir tué Carrie Nelson dans le parc des Blue Mounds. Monsieur Flowers avait un long dossier criminel. Son activité préférée était le braquage de banques et depuis sa majorité, il passait son temps à entrer et à sortir des prisons fédérales ou des prisons d'État. Les registres démontrent que Flowers s'était évadé quelques jours avant le meurtre et qu'il était encore en liberté le jour du cambriolage du pavillon des Blue Mounds. Mais le récit du mouchard ne correspond pas au crime et les preuves n'incriminent pas non plus son ex-compagnon de détention. Aucune de ces empreintes ne correspondait à une des 38 empreintes latentes et son ADN n'avait rien à voir avec aucun des 3 profils relevés sur la montre.
Pourquoi un détenu aurait-il cherché à impliquer son compagnon de cellule dans le crime? Il semble que les deux hommes aient comploté par appât du gain. On offrait une récompense substantielle pour toute information menant à l'arrestation du meurtrier de Carrie Nelson. Ce type devait encaisser l'argent de la récompense puis le partager avec Flowers. Les enquêteurs apprennent également que Flowers préfère de loin le confort de la prison d'État aux rigueurs d'un établissement fédéral. Flowers allait certainement passer le reste de sa vie dans une prison fédérale. Les autorités croient qu'il a avoué cet homicide pour être transféré dans une prison d'État du Minnesota, où il écoulerait sa sentence dans un endroit plus confortable. L'affaire n'est toujours pas résolue. Durant 5 ans, les policiers suivent une piste après l'autre, plus de 600 pistes qui ne mènent à rien. Puis, un jour, les autorités décident de reprendre l'examen des preuves médico-légales. Les enquêteurs espèrent qu'une nouvelle approche leur permettra de trouver le meurtrier de Carrie Nelson. En 2006, les techniques d'analyse de l'ADN sont bien plus sophistiquées qu'elles ne l'étaient en 2001, et elles livrent des résultats beaucoup plus précis. Ils demandent aux scientifiques de soumettre la montre trouvée sur les lieux du crime à de nouveaux tests. Le bracelet de la montre est tissé de nylon, et les enquêteurs se demandent si la sueur du meurtrier n'aurait pas imprégné le matériau. La sueur ne contient pas d'ADN. Mais quand on transpire, notre corps élimine des cellules contenant de l'ADN. La sueur sur la montre aurait donc pu contenir des traces d'ADN. Les experts isolent les cellules cutanées du bracelet et les soumettent à l'analyse génétique. Ils obtiennent un mélange de 2 profils génétiques. J'ai tout de suite vu qu'il s'agissait d'un profil masculin mêlé à un profil féminin. L'ADN féminin n'est pas celui de Carrie Nelson et on ne retrouve aucune trace de l'ADN masculin parmi les suspects ou dans la banque de données du Minnesota. Mais le paquet de cigarettes trouvé près du corps de Carrie donne une idée aux enquêteurs. Le paquet de cigarettes portait le timbre fiscal du Dakota du Sud, ce qui nous portait à croire qu'il avait été acheté là-bas. Les enquêteurs expédient le profil génétique à leurs collègues du Dakota du Sud afin qu'ils le comparent au profil stocké dans leur banque de données de criminels notoires. Ils ont pu établir une corrélation. L'ADN du bracelet de la montre correspond à celui de Randy Sweeney, un truand sans envergure de 35 ans arrêté pour cambriolage et qui purge actuellement une peine de 30 mois dans le Dakota du Sud. C'est le genre de voleur qui étudie les lieux avant de les cambrioler. C'est peut-être ce qu'il faisait ce jour-là, dans le parc des Blue Mounds. Mais les enquêteurs se demandent aussi qui a laissé l'ADN féminin prélevé sur le bracelet. Très vite, des soupçons pèsent sur la femme de Randy, Dawn Sweeney. Comme prévu, son ADN correspond à l'autre moitié du mélange. Elle était donc suspecte aussi. Il nous fallait retracer ses déplacements le jour du crime. Mais Dawn était au travail au moment du meurtre. Son alibi est solide. À l'occasion, il portait la montre au travail. Ça explique la présence de son ADN sur le bracelet. Dawn fournit aux policiers des photographies de son mari Randy qui porte la même montre. Sur une des photos, le bracelet est ajusté au niveau de la marque d'usure de la montre retrouvée sur les lieux du crime. Une autre photo montre Sweeney avec un paquet de cigarettes Doral. Et l'homme possède également une grosse voiture blanche. La voiture de Randy et de Dawn Sweeney correspondait à la description du véhicule qui s'est éloigné en vitesse le jour du meurtre. De plus, les empreintes de paume trouvées sur le comptoir du pavillon du parc et sur une feuille de papier près du corps de Carrie sont bien celles de Randy Sweeney. Si un animal marche comme un canard, ressemble à un canard et fait coin-coin, c'est un canard. Au mois de mai 2007, Randy Sweeney est inculpé de meurtre au 1er degré.
Les procureurs croient que Sweeney s'est approché du pavillon d'accueil, qu'il a jeté un coup d'œil à l'intérieur et n'y a pas vu âme qui vive. Il est alors entré dans le bureau, a ouvert le tiroir caisse. Au même moment, Carrie sortait des toilettes et l'a confronté. Ils ont lutté. Sweeney a frappé Carrie, mais lui a arraché sa montre. Sweeney l'a entraîné à l'arrière du bureau et l'a forcé à ouvrir le coffre-fort. Après avoir volé les 2000 $, il a décidé de ne pas laisser de témoin derrière lui. Il a saisi la roche décorative et a frappé Carrie 5 fois, avec une telle force que son paquet de cigarettes est tombé sur le sol. Il s'est ensuite enfui avec l'arme du crime, puis il l'a jeté dans un ruisseau des environs en s'imaginant avoir retiré toutes les preuves incriminantes du pavillon d'accueil. Il ne se doutait pas qu'au contraire, il en laissait plusieurs sur les lieux. La vie est précieuse, mais fragile. Elle peut nous quitter d'un instant à l'autre. Carrie a été tuée 1 heure avant la fin de son quart de travail. Elle devait sortir avec des amis ce soir-là. I really appreciate people in these little communities here too who they've kept Carrie's picture on their walls in the business places, and they have kept her in their hearts with love. Randy Sweeney est déclaré coupable de meurtre au 1er degré et emprisonné à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Après ce meurtre, les mesures de sécurité dans le parc des Blue Mounds et d'autres parcs d'État ont été resserrées. L'accusé a toujours nié sa présence sur les lieux ce jour-là. Mais les preuves médico-légales n'ont laissé planer aucun doute. Randy Sweeney était bien là, qu'il l'avoue ou non. J'ai gardé la fiche de Carrie sur mon bureau pendant toute l'enquête, jusqu'à la fin du procès. Je ne voulais pas oublier que je devais continuer à enquêter. Elle me regardait tout le temps, l'air de dire « Je t'ai laissé assez de preuves, à présent, fais ton travail ». Une femme disparaît de façon mystérieuse. On lui a téléphoné le jeudi, puis le vendredi, aucune réponse. Elle a disparu sans laisser trace. Les enquêteurs fouillent son appartement, mais quelqu'un est passé avant eux. Visiblement, notre homme regardait CSI. Il savait qu'on viendrait, et il savait ce qu'il faisait. Un suspect émerge, mais il refuse de parler. Il ne voulait pas s'incriminer lui-même. Si les policiers n'arrivent pas à retrouver la victime, ils auront du mal à prouver le meurtre. Glenda Furch accorde une grande importance aux services dominicaux de l'église Golden Gate de Fort Worth, au Texas. Ma mère fréquentait cette église depuis sa naissance. Sa mère et sa grand-mère l'ont aussi fréquentée. C'est un culte qu'on se transmet de mère en fille. L'église est importante pour nous. Lorsque Glenda n'assiste pas au service religieux un dimanche matin, sa famille et les membres de l'église soupçonnent le pire. Son pasteur a dit que lorsqu'elle ne pouvait pas venir à l'église le dimanche, elle lui téléphonait pour s'excuser de son absence. On lui téléphonait sans cesse, elle ne répondait pas. Une des filles de Glenda Furch se rend donc chez elle. Dès son arrivée, elle remarque que la voiture de sa mère a disparu. La porte d'entrée est verrouillée. Glenda n'y est pas. Mais une chaleur insupportable règne dans l'appartement. La climatisation avait été éteinte ou fortement réduite. Il faisait extrêmement chaud. Ma mère ne l'aurait jamais éteinte. La jeune femme suppose que sa mère est partie pour quelques jours. Elle verrouille la porte et quitte les lieux. Le lendemain, Glenda ne se présente pas au travail et sa famille prévient les autorités de sa disparition. À leur arrivée, les policiers s'aperçoivent que la climatisation est maintenant allumée et que l'appartement semble avoir été le théâtre d'un acte criminel.
Dans la chambre principale, il y avait une large tache de javelisant sur le tapis, juste à côté de son lit. La fille de Glenda déclare aux policiers qu'elle n'a senti aucune odeur de javelisant lors de sa visite la veille. Quelqu'un avait visiblement fait un grand ménage. Certains articles avaient disparu. L'aspirateur, les poubelles. Dans la chambre, l'analyse judiciaire de la tache du tapis dévoile la présence d'eau de javel, mais rien d'autre. On n'a jamais trouvé la moindre trace de sang. Le mystérieux visiteur a pris soin d'essuyer les poignées de porte, les interrupteurs et les robinets pour effacer ses empreintes digitales. Mais où est Glenda Furch? On avait encore de l'espoir. Il faut tenir le coup et ne jamais perdre espoir. Un représentant de General Motors, l'employeur de Glenda, affirme qu'elle a effectué son quart de travail jeudi soir et qu'elle a quitté l'usine vers minuit. Les relevés de carte de crédit prouvent que Glenda Furch a utilisé sa carte pour acheter de l'essence à minuit 24. On sait qu'elle a acheté de l'essence. C'était la dernière transaction enregistrée sur sa carte de crédit. Personne n'a vu ou entendu parler de Glenda depuis. Et les policiers ne savent absolument rien de sa vie privée. Elle ne parlait jamais de sa vie privée. Aucun membre de sa famille n'a pu nous donner le nom de son petit ami, ni nous dire si elle en avait un. Pourtant, il semblerait que Glenda avait appelé le 911 quelques semaines auparavant en disant qu'elle se sentait menacée. La disparue est âgée de 51 ans. Les enquêteurs de Fort Worth craignent qu'elle n'ait été victime d'un crime. Cette femme revenait simplement de son travail. Elle n'avait rien fait de mal. Elle n'avait jamais participé à la moindre activité douteuse et pourtant, elle a disparu sans laisser de traces. La vie de Glenda se résumait à son travail pour General Motors, à ses 2 filles et à ses petits-enfants. Ma mère voyageait un peu. Elle adorait passer du temps avec ses petits-enfants, aller à l'église, magasiner, comme la plupart des femmes. Elle accordait beaucoup d'importance à la famille. En cherchant à établir une liste de suspects, les policiers apprennent que Glenda avait communiqué avec eux plusieurs semaines avant sa disparition pour dénoncer des activités criminelles. I just wanted to report last week this guy knocked on my door. When I asked who was it, he just went to rambling off about something he had to show me. I said, no, I'm not interested. And he said, oh, just give me a chance. Just give me a chance, you know, and he just stood there begging for me to open my door. À l'époque, il y a eu une série d'invasions de domiciles à Fort Worth. Les voleurs frappaient aux portes ou les enfonçaient. Mais aucune des maisons cambriolées n'a été nettoyée après le vol. Les policiers écartent donc tout lien entre cette série de crimes et la disparition de Glenda Furch. C'est alors que les voisins de Glenda leur fournissent des informations cruciales. 2 jeunes hommes venaient d'emménager dans un appartement situé en face du sien. Le lundi matin, vers 2 heures, ils avaient vu un homme de race noire faire la navette entre l'appartement de Glenda et une voiture stationnée juste en face de son appartement. La description du véhicule correspond à la Mazda de couleur or de Glenda Furch. Un autre voisin déclare que le dimanche soir, il a vu le même homme entrer et sortir de l'aire de stationnement dans une Mazda de couleur or. Et le lundi matin, dès l'aurore, une autre voisine a vu un homme d'apparence similaire quitter l'appartement de Glenda. Ce témoin a dit aux enquêteurs que l'individu en question se rendait peut-être au conteneur à déchets. Pour être capable de s'y promener à sa guise pendant plusieurs jours, et sans doute plus longtemps, ce type devait connaître le voisinage. Il y avait peut-être déjà vécu. Les techniciens en identité judiciaire vident le conteneur à déchets et épluchent le contenu de dizaines de sacs poubelles. 5 d'entre eux contiennent des articles dérobés chez Glenda Furch. On vide ces conteneurs tôt le mardi matin. Si les proches de Glenda avaient attendu au lieu de nous prévenir le lundi comme ils l'ont fait, nous aurions perdu toutes ces preuves. Dans un sac, les techniciens découvrent le reçu de l'essence achetée par Glenda après son quart de travail.
Il prouve qu'elle a passé au moins une partie de la nuit de jeudi chez elle. On a tous eu l'impression d'être tombés sur un vrai filon de preuves en examinant les articles jetés dans le conteneur. Le sac contient également des canettes de boissons vides et des produits nettoyants, dont un gros contenant de javelisant vide. Un autre sac poubelle contient une des blouses de Glenda, déchirée de part en part. En voyant des vêtements coupés, on envisage toujours la possibilité d'une agression sexuelle. Dès le début, un des lieutenants chargés de l'enquête m'a dit « Darla, on ne sait pas ce qui se passe, mais ce sera une sale affaire. » Les enquêteurs découvrent un dernier indice dans les ordures. On a trouvé du ruban adhésif, du ruban utilisé et un reste de rouleau inutilisé. On a également découvert des cordons électriques enroulés, pleins de nœuds, et des articles qui semblaient avoir servi à commettre un crime. Un inconnu semble s'être servi du ruban adhésif et des cordons pour limiter les mouvements de Glenda. Nos pires craintes se réalisaient. Toutes les empreintes digitales trouvées dans l'appartement sont celles de Glenda Furch. Le poste de police possède un double de ces empreintes prises lorsque Glenda a voulu obtenir un permis de port d'armes. Cette arme n'est plus dans son appartement. Les enquêteurs chevronnés sont surpris des efforts déployés pour nettoyer l'appartement de fond en comble. Il avait tout essuyé. On trouve toujours des empreintes sur le miroir ou les robinets d'une salle de bain. Mais là-bas, tout brillait comme un sous-neuf. Visiblement, notre homme regardait CSI. Il avait passé l'aspirateur pour éliminer les cheveux ou les fibres qui auraient pu le trahir. Et pour faire bonne mesure, l'homme de ménage semble avoir emporté l'aspirateur. So if anybody knows anything, we're just pleading to the community. Today it's me, tomorrow it could be you. 5 jours après la disparition de Glenda Furch, un témoin communique avec la police. Un incendie fait rage dans un lave-auto à 48 km de là. Les pompiers arrivent en trombe et trouvent une Mazda de couleur or en flammes. Le feu avait été allumé avec des accélérants chimiques. Lorsque l'incendie est maîtrisé, les enquêteurs ne trouvent personne dans le véhicule. Les plaques d'immatriculation ont été retirées, mais son numéro d'identification est intact. C'est bien la voiture de Glenda Furch. La police faisait son enquête et nous, on faisait la nôtre pour découvrir la vérité. On collait des affiches dans le voisinage, on parlait aux médias. Enfin, un citoyen rapporte une macabre découverte. Il a trouvé une femme enveloppée dans un couvre-lit à fleurs bleues et ligotée à l'aide de cordons électriques près des rails de chemin de fer de la ville d'Arlington. J'étais certaine qu'on venait de retrouver le corps de Glenda Furch. Mais ce n'est pas le cas. Un odontologue judiciaire compare les fiches dentaires de Glenda à celles de l'inconnu. Elles ne concordent pas. J'ai été assez secouée. Combien de femmes noires attachées avec des cordons électriques et enveloppées dans un édredon à fleurs bleues pouvait-il y avoir au Texas? Il y en avait manifestement plus d'une. Entre-temps, les recherches continuent. Un mois après la disparition de Glenda Furch, des patrouilleurs de Dallas surprennent un homme en train de retirer des articles du coffre d'une voiture volée. En voyant les policiers, le suspect démarre en trombe et déclenche une poursuite à haute vitesse dans les rues de la métropole. Il a grillé quelques feux rouges et évité l'accident de justesse une ou deux fois. Puis, il a atteint l'autoroute. Les agents m'ont dit qu'ils n'auraient jamais cru que cette voiture puisse rouler si vite. Ils se sont engagés dans une longue poursuite qui s'est terminée par une perte totale du véhicule. Puis, les policiers ont mis l'homme en état d'arrestation pour refus d'obtempérer et possession d'un véhicule volé. Le pirate de la route est Rodney Owens, un criminel de carrière âgé de 40 ans.
Rodney avait été exclu de l'armée pour cause d'indignité après avoir agressé son commandant, ce qui n'est pas une bonne chose. Une vérification de routine révèle que plusieurs mandats d'arrêt ont été émis contre Owens. Il est accusé de voies de fait graves contre son ex-copine. De plus, la jeune femme déclare aux policiers qu'il a menacé de la tuer. Owens lui avait dit qu'il se glisserait derrière elle, qu'il couvrirait son visage d'un sac de plastique et qu'il la regarderait mourir. Elle ajoute que Owens s'était mis à la traquer et que ses collègues et elle l'avaient vue au volant d'une Mazda de couleur or peu après la disparition de Glenda Furch. Un de ses collègues s'est approché du véhicule pour noter le numéro de plaque. Ils l'ont immédiatement communiqué à la police. Selon le bureau d'immatriculation, les plaques ne sont pas celles d'une voiture Mazda, mais bien celles d'un camion. Interrogé, le propriétaire du camion déclare qu'il a jeté ses plaques dans le conteneur à déchets de son complexe d'habitation. Il habitait l'immeuble voisin de celui de Glenda. Notre suspect avait tout bonnement échangé les plaques d'immatriculation. De plus, les enquêteurs apprennent qu'Owens a déjà habité le même complexe domiciliaire avec sa mère. L'avant de leur appartement donnait sur celui de Glenda. Puis, les enquêteurs font une nouvelle observation. En fouillant le véhicule qu'Owens conduisait durant la poursuite à haute vitesse, les policiers ont trouvé un rouleau de ruban adhésif de marque Tape-It. Ce n'est pas une marque populaire, elle n'est vendue que dans un nombre limité de magasins de la région de Fort Worth, mais le même ruban avait été utilisé pour ligoter Glenda Furch. Le sac contenait aussi une arme de poing, un couteau de chasse et des cordons électriques pleins de nœuds. Les enquêteurs se demandent si d'autres articles trouvés dans le sac de Rodney Owens correspondent à ceux qu'on a jetés dans le conteneur à déchets de l'appartement de Glenda Furch. Ils envoient donc le contenu du sac au laboratoire médico-légal. Au labo, les experts s'intéressent particulièrement aux cordons électriques trouvés dans la voiture volée. Les cordons du conteneur à déchets de l'immeuble de Glenda étaient du même type, les nœuds aussi. Ils nous ont envoyé plusieurs articles, dont des échantillons prélevés sur des canettes, en plus de morceaux de serviettes et de vêtements. Les échantillons des canettes contiennent de la salive, et une canette livre même une empreinte digitale partielle. Grâce aux vapeurs de cyanoacrylate et à la ninhydrine, les experts obtiennent une autre empreinte partielle retrouvée sur la bobine de carton du ruban adhésif récupéré dans les ordures. Après avoir développé une empreinte avec la ninhydrine et les vapeurs de cyanoacrylate, on peut la photographier. La photo de l'empreinte relevée sur le rouleau du ruban adhésif a été agrandie. En comparant cette photo améliorée à une photo agrandie des empreintes de M. Owens, j'ai pu établir que les deux empreintes étaient identiques. De plus, les experts découvrent une preuve génétique potentielle sur une serviette de bain similaire à celle de Glenda Furch. L'analyse judiciaire révèle la présence de sperme. Le profil génétique extrait de la serviette et de la salive des canettes est ensuite comparé à celui de Rodney Owens, et personne n'est surpris des résultats. Les profils tirés des canettes de boissons gazeuses étaient identiques au profil de Rodney Owens. Le profil isolé à partir du sperme était également identique à celui de Rodney Owens. Rodney Owens est inculpé du meurtre de Glenda Furch. Mais avouera-t-il ce qu'il a fait du corps de sa victime? Emprisonné dans l'attente de son procès pour le meurtre de Glenda Furch, Rodney Owens cède à l'ennui et engage la conversation avec un autre détenu. Le suspect a raconté à un autre prisonnier que cette dame vivait seule, qu'elle travaillait pour General Motors et qu'elle rentrait très tard le soir. Il avait remarqué sa belle voiture et était certain qu'elle avait de l'argent. À présent, les procureurs savent que Owens habitait un appartement situé en face de chez Glenda Furch et qu'il connaissait donc son horaire de travail et ses habitudes.
Les procureurs croient que la nuit du crime, Owens a attendu Glenda sur l'aire de stationnement. Il était armé et l'a forcé à le laisser entrer dans son appartement. Les preuves démontrent qu'il a utilisé du ruban adhésif et des cordons électriques pour la ligoter, puis qu'il l'a violée et assassinée. Ensuite, il a volé tout l'argent et les articles de valeur qu'il a trouvés, avant d'enrouler le corps de sa victime dans des draps et de la déposer dans le coffre de sa propre voiture. Mais personne ne sait ce qu'il a fait du cadavre. La fille de Glenda s'est rendue chez sa mère le dimanche. Owens est retourné là-bas le dimanche soir. Pendant des heures, il a nettoyé l'appartement. Il a effacé ses empreintes digitales et utilisé l'aspirateur pour éliminer toute trace de fibres ou de cheveux. En quittant le lieu du crime, il a même emporté l'aspirateur. Owens a ensuite jeté une bonne partie des articles utilisés dans le conteneur à déchets de l'immeuble. Mais il a laissé des empreintes partielles sur un bout de ruban adhésif et sur une canette de boisson gazeuse. Il a également laissé son ADN sur la canette et des preuves biologiques sur une serviette de bain qu'on a retrouvée au cours de l'enquête. Dans le conteneur à déchets, Owens a découvert les plaques d'immatriculation jetées par un résident du complexe d'habitation et les a utilisées pour maquiller la Mazda de Glenda. Plus tard, tandis qu'il harcelait son ex-copine, un collègue a eu la présence d'esprit de noter le numéro de plaque, ce qui a relié Owens au complexe d'habitation de Glenda Furch. Puis, le suspect a incendié la Mazda de Glenda, mais il avait déjà laissé de nombreuses preuves de son crime dans le conteneur à déchets de l'immeuble de sa victime. Personne ne sait exactement comment Glenda Furch est morte. Mais cette unique empreinte, combinée aux traces de sang et de sperme, a suffi à étoffer le dossier. On savait qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. Une activité sexuelle a eu lieu dans cet appartement, mais je ne peux pas fournir de preuves d'agression sexuelle. He's taken away a mother, a grandmother, somebody's child, and it's not fair. L'argumentation de la défense reposait sur l'absence de cadavre et le fait que personne ne pouvait prouver la mort de Glenda Furch. De nombreux témoins ont déclaré que Glenda n'aurait jamais abandonné sa famille, son église et son travail. Et Owens avait un mobile très simple, le besoin d'argent. Il n'avait pas d'antécédents de crimes violents, mais il n'avait plus de logement, ni personne pour l'entretenir. Sa violence a donc monté en flèche. Un an après la disparition de Glenda Furch, Rodney Owens est reconnu coupable de son meurtre et condamné à la prison à perpétuité. La Cour lui a offert une sentence plus clémente en échange de la révélation du lieu où repose le corps de sa victime. Mais il a refusé. Le plus difficile, c'est de ne pas savoir. C'est l'ignorance. Encore aujourd'hui, on ignore où elle est. Et c'est très difficile. Une enquête, c'est comme une toile d'araignée. Les articles trouvés dans le conteneur étaient ceux de Glenda et contenaient l'ADN d'Owens. Le dossier était compliqué et on n'aurait jamais obtenu de condamnation sans la criminalistique. Je ne connaissais pas grand-chose à la criminalistique. Comme tout le monde, j'en savais un minimum grâce à la télé, mais rien de plus. Les procureurs et les policiers chargés de l'affaire m'ont beaucoup appris. Ils m'ont ouvert les yeux. La criminalistique est extraordinaire.